À la une ce soir, cette nuit d'émeute entre habitants et gendarmes à Saint-Laurent-du-Maroni, des affrontements qui ont fait suite à une arrestation musclée hier soir. Plusieurs personnes ont été blessées et des dégâts considérables sont à déplorer. Le point dans quelques instants. Des radars pour sauver des vies, c'est la stratégie affichée par la DEAL. La plupart d'entre eux travailleront désormais dans les deux sens. Une manière de réduire davantage l'allure des chauffards ainsi que le nombre de tués sur nos routes. Et puis il y aura de l'exercice physique dans ce journal avec la journée nationale du sport à l'école. Ce matin, plusieurs centaines d'écoliers se sont prêtés au jeu sur la place des Palmistes. De nombreuses disciplines leur étaient proposées. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur ATV Guyane. Je vous le disais, la nuit dernière a donc été particulièrement agitée à Saint-Laurent-du-Maroni. Des affrontements ont éclaté entre des gendarmes et des habitants. Une série de violences qui faisait suite à l'arrestation d'un jeune homme ayant refusé de se soumettre aux forces de l'ordre. Des échanges de gaz lacrymogène et de cocktails Molotov entre gendarmes et habitants ont émaillé la suite de la nuit. Le point sur cette affaire avec le procureur de la République au micro de Caroline Alcide. Dans cette affaire, il faut remettre l'église au milieu du village. Les gendarmes dans cette affaire n'ont commis aucune faute, ils ont juste fait leur travail dans l'intérêt de tous. Par contre, j'ai un certain nombre de reproches et même d'infractions à reprocher à la personne qui est actuellement en garde à vue. 13 août, un individu est contrôlé par un radar mobile sur la route entre Cayenne et Saint-Laurent à 135 km/h. Les gendarmes demandent au conducteur de s'arrêter. Il n'obtempère pas. Ils le poursuivent sur environ 2 km. Ils interpellent l'individu, l'amènent à la brigade de Saint-Laurent-du-Maroni. Et là, le contrôle ne se passe pas bien. Donc la famille intervient déjà de façon virulente. Et il décide, dans un souci d'apaisement, de mettre fin à l'audition et de reconvoquer quelques jours plus tard. L'individu ne se présente pas et dans ces cas-là, les gendarmes ont fait ce qu'ils font toujours, c'est-à-dire qu'ils appellent le parquet qui délivre l'autorisation d'utiliser la force publique pour procéder à l'interpellation et à l'audition de l'intéressé. C'est ce qui s'est fait hier. Immédiatement, donc après cette interpellation, la famille et les proches se sont réunis devant la gendarmerie. Ils ont été très vite rejoints donc, par un certain nombre de badauds et malheureusement trop vite également par un certain nombre de casseurs et de voleurs potentiels. La gendarmerie a été caillassée, que des pétards ont été jetés sur la gendarmerie et surtout des cocktails Molotov. Donc là, on était véritablement dans une scène d'émeute qui a duré donc une bonne partie de la nuit. Et à 7 heures, ce qui est important, c'est que le calme revienne à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc des faits comme les faits de cette nuit sont des faits totalement inadmissibles. Les gendarmes font leur travail, force doit rester à la loi, et les gendarmes, je le répète, font leur travail au bénéfice de l'ensemble de la communauté guyanaise. Et notez qu'un nouveau rassemblement a lieu depuis cet après-midi devant la gendarmerie à Saint-Laurent-du-Maroni. Nous y reviendrons bien sûr dans une prochaine édition. Et ce soir, nous recevons le candidat à la tête de la Chambre des métiers, Philippe Alcide Clausel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Nous avions avec nous hier soir votre adversaire, Harry Contou. Aujourd'hui, vous avez la parole. Ces élections se tiendront donc du 1er au 14 octobre prochain. Vous êtes candidat à la succession d'Harry Contou, dont vous êtes aussi le premier vice-président et surtout, ça fait 22 ans que vous êtes vous-même artisan. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter? Alors, tout simplement, il y a 6 ans, je me suis intéressé à défendre les artisans et je me suis présenté aux élections où j'ai été élu par les artisans, où je suis resté 6 ans dans cette chambre, où aujourd'hui j'ai une connaissance, une maîtrise de la chambre et à la demande de mes collègues, nous sommes 35 hommes et femmes sur la liste que je conduis à ces élections. Nous avons voulu apporter notre service pour mieux vivre des artisans et défendre l'intérêt des artisans et de l'artisanat en Guyane. Après 6 ans passés donc à la Chambre des métiers, quelle évolution vous observez dans le travail mené par la Chambre et quel bilan vous tirez donc de ces 6 dernières années? Alors, après 6 ans passés à la Chambre, c'est vrai que hier soir, vous avez eu l'occasion d'avoir le président de la Chambre des métiers à cette même place. Et c'est vrai qu'il a fait un bilan désastreux de sa mandature. Lui-même, il a expliqué comment il a échoué la mandature qu'il vient de mener. Néanmoins, en ce qui me concerne, j'ai pu apporter une contribution puisque je suis président du conseil de formation. Pendant 6 ans, j'ai travaillé avec une équipe dans un conseil tout à fait autonome où nous avons apporté de la formation transversale aux artisans. Nous avons mis en place 30 à 35 formations. 250 artisans ont pu bénéficier chaque année de cette formation transversale, ce qui a fait que nous avons pendant 6 ans mené un bilan très positif au niveau de travail que nous avons mené. Et c'est volontairement que nous voulons poursuivre ce travail de façon à pouvoir aller plus loin et développer
la Chambre des métiers. On rappelle quand même que le Conseil de la formation ne fait pas directement partie de la Chambre des métiers, même si bien sûr il y a un lien dans ces deux voies. Par contre, pourquoi la Chambre des métiers, selon vous, n'a-t-elle pas pu mieux mener son travail, gérer cette situation? On parle d'une dette de 2 millions d'euros, les difficultés pour les apprentis qui ne trouvent pas ou quasiment pas d'entrepreneurs, des difficultés au centre de formation qui leur est dédié, et puis de nombreux conflits internes. Vous évoquiez tout à l'heure le bilan fait par le président de la Chambre des métiers, mais enfin, chacun a sa part de responsabilité, en tout cas son rôle à jouer. Est-ce que vous pensez avoir été jusqu'au bout en tant que premier vice-président? En ce qui me concerne en tant que premier vice-président, alors je suis un deuxième vice-président parce que rappelons que la Chambre des métiers avait un premier vice-président en la personne de Franck Onzé, que je salue, qui a rapidement démissionné parce qu'il a compris qu'il n'aurait pas la capacité de gérer de mener la Chambre avec le président. C'est vrai que j'ai pris une vice-présidence de façon à pouvoir porter la voix des artisans. Il n'était pas question de laisser cette place vide. Et pendant 6 ans, j'ai joué ce rôle en apportant mon expérience, mon analyse aux côtés du président, ce qui fait que j'ai mené le conseil de formation et je représente la Chambre au sein du comité de tourisme de la Guyane de façon à développer ce côté touristique de l'artisanat. C'est vrai que le président lui-même y a parlé de son bilan, mais vous avez vu le rapport qui est sorti, le rapport Martin qui est sorti en novembre 2015, prouve un désordre total, et le président lui-même a dit qu'il n'a pas réussi à mener ce grand chantier qu'il a en place, tout simplement parce qu'il a pris le temps de décapiter la Chambre. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est une Chambre de métier décapitée, parce que si c'est licenciement, un président qui n'écoute pas, qui fonctionne totalement comme il souhaite, un président qui ne respecte pas les droits, tout simplement. Vous avez aussi votre parole. Mais nous faisons entendre notre voix. Mais quand vous avez un homme qui est totalement totalitaire et qui s'impose et qui n'écoute pas, prenons exemple, depuis 12 mois, nous réclamons les PV des réunions que nous avons, chose obligatoire, élémentaire. Nous ne recevons pas les PV. Ça veut dire que, dommage, nous avons un homme que nous avons choisi qui n'est pas à l'écoute des artisans et qui a prouvé qu'il n'a pas fait le travail qu'on avait confié, malgré qu'on lui a imposé ceci, mais il était seul maître à bord. Mettons maintenant ce bilan de côté. Quelles sont vos prérogatives pour l'avenir de la Chambre des métiers? Qu'est-ce que vous comptez faire? C'est vrai que nous allons sur ce mandat que nous demandons aux artisans de voter pour nous du 1er au 14 octobre. Nous sommes 35 hommes et femmes qui venons pour défendre l'artisanat, défendre le métier. Et qu'est-ce que nous allons apporter? Une évolution. La première chose, c'est fédérer les artisans à travers les syndicats interpro. Autre part, nous voulons apporter un plus dans le développement, dans la formation, dans l'accompagnement de l'artisan, dans la volonté de lui faire développer son activité personnelle. Soyons un peu plus précis dans ce que vous êtes en train d'évoquer. Concrètement, quel projet vous comptez mettre en place pour répondre à chacun de ces points? Et puis par exemple sur la question de la dette également. Je viens de vous dire, le développement des activités, l'accompagnement des artisans, l'écoute, les apporter ce qu'ils demandent en termes de protection. Aujourd'hui, un artisan se sent bien souvent seul face au RSI, face aux administrations. Nous allons les accompagner. L'artisan, bien souvent, ne trouve pas les moyens de développer son activité. Nous allons l'accompagner dans le développement. Et nous allons nous impliquer aux côtés de la CTG de façon à ce que la prise en compte de l'artisanat en Guyane soit bien prise. Nous avons commencé à rencontrer les présidents des agglos de façon à ce que nous puissions développer des zones artisanales. Il y a beaucoup de choses à faire. Venons sur le CFA qui, aujourd'hui, malheureusement, nous sommes à la rentrée. Le centre de formation des apprentis, oui. Le centre de formation des apprentis qui est géré par la Chambre des métiers. Aujourd'hui, un CFA sans directeur. Un CFA totalement en déclin. Tout simplement parce qu'on a boycotté le travail qui était prévu. Nous avons prévu de reprendre les choses, de remettre de l'ordre, de réorganiser et de faire partie de cette filière tout en essayant d'avoir la confiance des artisans et remettant en place des professeurs de façon à former les artisans, les apprentis de demain. Oui, alors ce sont des idées, mais quand même, ça n'explique pas pourquoi aujourd'hui les apprentis ne trouvent pas d'entrepreneurs. Qu'est-ce que vous comptez faire à ce niveau-là? Comment soutenir la jeunesse de manière concrète? Tout simplement, je viens de vous le dire, les apprentis ne trouvent pas leur voie, ne trouvent pas d'entrepreneurs parce que les entrepreneurs ont perdu confiance à la Chambre de métier. Notre rôle, c'est redonner confiance aux artisans de façon à ce qu'ils puissent prendre des apprentis, puisque sans leur donner confiance, quand vous êtes artisan, moi je suis un artisan, quand je vois ce désordre, je n'ai pas envie de prendre d'apprentis. Notre rôle, ce sera de remettre en place ceci, convaincre les artisans de bien fonder de l'apprentissage. Et surtout, aujourd'hui, nous avons une jeunesse demandeur. Nous avons une jeunesse demandeur de métiers, de formation.
il ne faut pas les laisser pour compte. Justement, vous évoquiez l'idée de mettre en place une université de l'artisanat. C'est vrai, l'équipe que j'ai l'honneur de conduire, nous allons décider dans quelques années, puisque il faut déjà restructurer le CFA, en mettant des enseignants en place, en formant des maîtres apprentis, en leur donnant des qualifications. Et crescendo, nous allons mettre l'université des métiers en place pour permettre aux artisans, déjà, de mieux être formés et d'être plus qualifiés dans les années à venir. Et puis développer toute une filière aujourd'hui qui n'existe pas. Alors, un dernier point rapidement, Philippe Alcide-Clausel. Nous avions posé la question aussi hier au président de la Chambre des métiers concernant le mode de scrutin. Donc il se fait par correspondance, on ne peut pas être certain de la sincérité des votes. Est-ce que selon vous ce n'est pas un système obsolète, en tout cas qu'il vaudrait mieux éviter? Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Moi, je vais suivre les principes de droit. Le système vote par correspondance existe. Je demanderai aux artisans du premier... Vous ne craignez pas en tout cas qu'il y ait des problèmes justement sur cette sincérité des votes, entre le votant chez lui jusqu'à la préfecture? Je fais confiance à la préfecture et je fais confiance aux artisans qui ont envie du changement aujourd'hui. Je dis, si vous voulez du changement, prenez soin de voter, allez voter en masse du 1er au 14 octobre, votez pour la liste que j'ai l'honneur de conduire avec 35 artisans. Merci beaucoup Philippe Alcide-Clausel d'avoir répondu à nos questions ce soir. Tout autre chose maintenant, au 7e jour de mobilisation, les grévistes de l'UTG et le président de la collectivité territoriale se sont entendus sur 7 des 15 points de revendication. Une nouvelle séance de négociation s'est tenue cet après-midi et déjà un nouveau point d'achoppement apparaît. Les grévistes souhaiteraient le report de la commission paritaire pour l'avancement des carrières des agents de catégorie C. Le président refuse. On l'écoute au micro de Caroline Alcide. Aujourd'hui, je vous ai convié pour vous signifier qu'il y a encore un point bloquant qui concerne donc les CAP des catégories C, pour lesquels je participerai, car il y va de la carrière professionnelle de la fonction publique. Donc, dans ce cas d'espèce, l'UTG a souhaité que j'annule ou que je fasse reculer donc la date. Pour moi, c'est hors de question parce que c'est la dernière CAP qui va se tenir pour les catégories C de tout le personnel de la CTG. Il y va de l'intérêt de ce personnel dans le cadre de sa promotion interne, dans le cadre de ses reclassements par rapport aux concours, par rapport aux examens. Et donc, je n'entends pas subir un dictat de la part d'un seul syndicat. J'observe que l'UTG est moins représentatif sur ces catégories. Par contre, sur les C, elles ont imposé que nous puissions soit repousser, soit annuler. Moi, je me suis entendu avec le président Adelson pour que nous la coprésidions. Donc, je serai présent au nom de mon personnel pour voir par détail dans les chapitres les reclassements donc, du personnel, le reprofilage de leur carrière. On ne peut pas, on va dire, jouer avec la carrière du personnel de la CTG. Je n'ai pas attendu une grève pour que ces points avancent. Je les avais déjà annoncés depuis le début de l'année. Elles ont pris un peu de temps parce qu'il fallait à chaque fois reboucler la question financière et budgétaire. Aujourd'hui, depuis pratiquement 2 mois, j'avais déjà annoncé les tickets restaurants, qui est un avantage social, qui n'est pas une obligation. J'avais également annoncé la mise en place d'équipements, de logistique, de véhicules pour les sites isolés. Et puis en dernier ressort, c'était pour moi un des points très forts, qui était donc le reclassement ou l'ajustement ou l'harmonisation du régime indemnitaire des catégories C, qui effectivement connaissent une souffrance de par la disparité. Intéressons-nous à présent au combat de la CLCV, Association pour la défense des droits des consommateurs. L'association défend le dossier d'une habitante logée par la CIGI. Installée depuis plus de 30 ans au quartier de la Rénovation, elle conteste l'attribution d'un nouveau logement qui ne correspond pas à ses attentes. Ayodele Germa. Je suis rentrée en 25 années, j'aurais pu acheter la maison. C'était prévu pour acheter en 25 ans. Bon, 25 ans arrivés, mère a mouru, pas de mère, pas gagné encore. Mais à présent, c'est bordel qu'elle a. C'est réellement bordel. L'habitation de Louise Florine fait partie de ceux qui seront démolis dans le cadre du projet de rénovation urbaine signé par la ville de Cayenne en 2008. Le 16 août 2016, l'habitante reçoit un courrier de la part de la CIGI, le bailleur social, parlant d'un relogement dans une habitation de type T4. Pour l'association des usagers, cette lettre fait référence à ce logement. Un logement mentionné lors d'un échange avec le bailleur social un an plus tôt. Elle a fait la démarche auprès de la direction de la CIGI, auprès de Mme Munoz, et je cite son nom, Mme Munoz, et le directeur, M. Canon, de lui disant que ce logement-là doit être réservé à Mme Horte. L'accord a été dit verbalement de la part de la direction.
qu'aujourd'hui, qu'ils ne viennent pas dire qu'ils n'étaient pas informés. C'est faux. Au niveau de la direction, ils sont au courant que c'est ce logement-là qui est déjà prévu. Donc c'est pour cela que nous, on monte au créneau pour dénoncer ça. Il faut qu'ils arrêtent un peu. Je ne vais pas prononcer ce mot-là. Voilà, ma mère l'a dit, les magouilles, les copinages et tout ça. Il y a quelque chose de prévu, on tient parole et on respecte les gens, tout simplement. Pour le directeur de la CIGI, en l'absence d'écrit, il s'agit juste de propositions. Le relogement fonctionnant sur la base de règles strictes. À ma connaissance, il n'y a pas eu de proposition. Il y a eu des hypothèses. Voilà les logements qui sont susceptibles d'être proposés à des familles pour le relogement. Or, il apparaît que le logement qui est évoqué est un grand logement T5, alors que Mme Hort est seule avec une autre personne. Enfin, ils sont à deux à occuper le logement actuel. Donc, il y a des règles dans les attributions. Et il apparaît que ce soit les services de la ville ou la commission qui sera amenée à statuer là-dessus, ça risque d'être difficile. C'est pour ça qu'il lui a été proposé d'autres solutions dans le secteur, et il y en a en plus d'autres solutions. Donc il y a des discussions qui sont en cours avec la famille. Autre point de mécontentement de l'association des usagers, l'augmentation des loyers de faible montant dans les quartiers de la Rénovation, Zéphyr et Mirza. Une augmentation non suivie de travaux d'entretien des lieux. Depuis le mois d'août, ces locataires payent 137 € au lieu de 125. Nous l'avons dit en contrepartie, il faut que les travaux se fassent. Parce qu'on ne peut pas ponctionner des locataires qui paient sans cesse des hausses de loyer et qu'aujourd'hui, on ne fait pas les travaux qu'ils méritent. Vous êtes dans une cité, ici à la Rénovation urbaine, il y a beaucoup de problèmes, surtout au niveau de l'installation électrique. Et nous lui avons dit de sécuriser les logements. Jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous ferons le point sur les radars de Guyane. La plupart d'entre eux flasheront dans les deux sens à compter de ce mois. Et puis nous verrons la matinée sportive de quelques centaines d'écoliers de Cayenne aujourd'hui. Ils étaient rassemblés sur la place des Palmistes pour la fête nationale du sport à l'école. Reportage à suivre. Mais avant, parlons donc des radars, ces ennemis de l'automobiliste pressé. La Guyane en compte 8 à ce jour. Le nombre ne sera pas augmenté, mais presque chacun d'eux flashera désormais dans les deux sens de la circulation. C'est la nouvelle stratégie nationale relayée en Guyane par l'ADEAL pour ralentir les conducteurs et tenter de sauver des vies. Jonathan Lariot. Route de Montabo, ce radar est bien connu du grand public. Ici, les habitués savent qu'il faut ralentir la cadence lorsqu'ils prennent la direction de Remire-Montjoly. Une manœuvre qui se fera maintenant dans les deux sens de circulation. À partir de cette rentrée, ce radar ainsi que la quasi-totalité de ceux présents sur le territoire flasheront dans les deux sens. Actuellement, sur la Guyane, on a 8 radars en fonction. 2 qui ne sont pas à double sens, celui qui est sur la 2x2 et celui de l'entrée de Macouria quand on vient de Cayenne, puisqu'il y a 2 vitesses différentes sur le secteur. C'est à 90 d'un côté et à 70 de l'autre. Et les 6 autres radars sont à double sens. C'était en fait tout simplement, on devait mettre en service les radars à double sens tout début septembre. Et ça a été fait autour je l'ai noté, autour du 22 août. Ils ont été mis en service. L'objectif des radars fixes, c'est qu'ils ne flashent plus. Ça veut dire que quand les radars fixes ne relèveront plus d'excès de vitesse, on aura gagné. C'est-à-dire que les gens auront admis qu'il faut aller moins vite, mais on en est encore assez loin, je vous rassure. Et si les radars n'ont qu'une influence très réduite dans la diminution des accidents de la route, leur rôle est primordial. Pour l'ADEAL, les mesures de ralentissement ne devraient pas s'arrêter là. Il n'y a pas de radar prévu pour 2017. Alors on attend les instructions en fin d'année du programme 2017. On n'a pas encore les détails. On avait projeté de faire mettre en place des radars feux rouges. Mais donc le ministère n'a pas validé ses choix. Alors peut-être dans les années futures, on aura peut-être des radars feux rouges, mais pour l'instant, ils ne sont pas programmés du tout. C'est difficile de déterminer les gens à qui on a sauvé la vie en mettant des radars. Ça, c'est pas possible pratiquement. Par contre, on constate une chose qui est effective, qui est réelle, c'est que la vitesse au niveau de nos comptages, on a à peu près une vingtaine de stations de comptage sur la Guyane, la vitesse est en baisse. Parmi les 8 radars présents sur le territoire guyanais, 6 d'entre eux sont concernés par cette mise à jour.
Le radar situé sur la 2x2 voies et celui situé à l'entrée de Macouria reste à changer. En Guadeloupe, à présent, il était environ 17h quand Johan, un lycéen de 15 ans, quittait son établissement pour rejoindre son bus scolaire. C'est alors que plusieurs individus l'interpellent pour lui voler son téléphone portable. Mais le jeune homme refuse de se soumettre et une bagarre éclate. Il est alors asséné de 7 coups de couteau, un crime de trop qui a soulevé une vague d'émotion dans tout le territoire. Ils étaient une centaine ce matin, parents d'élèves, lycéens et artistes, tous rassemblés sur le lieu du drame pour exprimer leur colère. Linda Kayarsi et Isabelle Amo. Au lendemain du drame qui s'est produit non loin du lycée Chevalier Saint-Georges, où était scolarisé Johan Equinox, ce jeune de 15 ans tué pour son portable, l'émotion était encore vive ce matin. C'est toute une communauté scolaire qui s'insurge contre cette violence. L'émotion a pris le dessus, mais je crois que le renfort qu'on a eu de psychologues, de cellules d'écoute de l'académie, voire de la collectivité communale aussi, et je dirais bon nombre de mes collègues, pour accueillir les élèves ce matin, nous a permis de gérer un petit peu la dimension émotionnelle. Maintenant, nous sommes surtout dans une phase à accompagner les élèves aujourd'hui, demain, pour que le plus tôt possible nous retrouvons, je dirais, un espace où ils pourraient construire leur avenir. C'est un moment difficile, mais un moment aussi, les professionnels doivent mettre tout en œuvre pour gérer la situation avec sérénité et, je dirais, assurance. Le rectorat s'indigne des actes de violence perpétrés aux abords des établissements et souhaite prendre des mesures supplémentaires. Nous avons déjà des médiateurs qui existent, des équipiers mobiles de sécurité qui existent, du service civique, des jeunes en service civique. Nous avons également, dans le cadre de nos relations avec les forces de police et de gendarmerie, des patrouilles qui se font régulièrement. Donc il nous faut voir avec nos partenaires, nos autres partenaires, quels sont les autres dispositifs complémentaires que nous pourrions mettre en place. Le rectorat ne peut pas seul envisager des mesures. Il faut qu'on en discute, il faut qu'on en parle. L'objectif, c'est qu'on puisse faire en sorte que encore plus la sécurité soit assurée aux abords de ces établissements scolaires. Cette situation d'insécurité grandissante inquiète les parents d'élèves. Ils sont venus en nombre chercher des réponses et proposer des solutions. J'attends déjà une prise en charge des élèves, des enfants qui ont vu l'acte, des enfants aussi qui n'ont peut-être pas vu mais qui sont sous le choc, par exemple comme mon fils, déjà qu'ils soient vraiment pris en charge et que nous, parents, je me répète encore une fois, qu'on puisse se mobiliser. S'il faut faire des rondes, s'il faut malheureusement, excusez-moi l'expression, s'armer aussi, on le fera. On est arrivé à un niveau où on se prend en main. On se prend en main. Je suis une maman. On n'a pas envie de bon petit monde décéder encore pour des butins inutiles comme ça. Nous n'y marre de ça. Toute maman qui a pleuré, c'est pas mon enfant, mais je pleure autant que cette mère parce que je me dis, ça aurait pu être mon fils. J'aurais fait quoi? Après le choc, après les cris, après les pleurs, je me serais armée aussi pour faire pareil peut-être. Confrontés tous les jours à cette violence, les élèves crient aussi leur ras-le-bol. Ils dénoncent un manque de patrouille. Oui, tout à fait. Il y a une insécurité. On ne voit pas la police. La police est devant le jardin, mais devant LPO, on ne voit rien. C'est vrai qu'ils circulent, mais pas assez. Et à mon avis, ils devraient se mettre près de la croix parce qu'ils savent très bien que c'est là. Ça fait 2 ou 3 ans que ça se passe et on ne voit jamais rien. Soi-disant, ils vont mettre des patrouilles, mais les patrouilles seront là peut-être pour 1 semaine, 2 semaines et après, on ne va plus les revoir. Mais maintenant, on est obligé de regarder derrière nous. Mais moi, comme je ne prends plus le transport d'élèves, donc ça ne m'atteint pas tellement. Mais même sortir dehors devant le lycée, on doit faire attention. Une cellule d'écoute a été mise en place ce matin pendant 3 heures par le rectorat afin d'accompagner les élèves. Dès demain, parents d'élèves et corps enseignants se réuniront pour discuter d'une possible reprise des cours vendredi. Retour chez nous sur une note beaucoup plus légère. À présent, il y avait comme un air de Jeux Olympiques sur la place des Palmistes à Cayenne ce matin. Plus de 500 écoliers de 15 établissements étaient réunis pour s'exercer ensemble en ce jour de fête nationale de sport à l'école. L'occasion pour eux de s'initier à de nouvelles disciplines ou tout simplement de s'adonner à leur sport préféré. Jonathan Lariot. La place des Palmistes à l'heure du sport. Volleyball, football, handball dans le cadre de la journée du sport national. Plus de 500 élèves des écoles de Cayenne s'essaient aux différentes disciplines proposées.
Ce qui est important, c'est que cette manifestation a lieu en début d'année scolaire et c'est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est le début d'une entrée dans les activités. Donc entrer dans les activités qui sont mentionnées et qui sont suggérées par les instructions officielles et ça c'est extrêmement important. Donc vous avez vu, on ne fait pas n'importe quoi, il y a des ateliers à base athlétique, il y a des ateliers à base jeux collectifs et ensuite sport collectif, jeux de raquettes, donc toute la panoplie suggérée par les instructions officielles est mise en place aujourd'hui. Une aubaine pour les clubs et les ligues sportives où la communication avec le public est parfois difficile. Aujourd'hui, l'opportunité est là afin de permettre et identifier les champions de demain. Et ce, dès le plus jeune âge. Plus on commence tôt au niveau du sport, et mieux c'est après. Plus on aura après des athlètes, des enfants qui vont faire du tout, hein, basket, handball, football aujourd'hui, tennis, etc. Donc plus on commence tôt, et même la natation, j'oublie la natation, plus on commence tôt, mieux c'est après, plus on fait de belles choses après. Il y a des petits-enfants là qui sont magnifiques. Je vois pour le volley là, il y a des enfants qui sont destinés à ça, je crois. Hein. Et puis il faut regarder autour avec les petits jeux d'athlétisme, de coordination. C'est super. Mais je pense que les clubs vont en récupérer parce qu'il y a des parents quand même qui ont suivi. 3 heures de sport pour le début de cette nouvelle année scolaire qui seront peut-être le début d'une possible inscription au club pour ces petits. Et qui sait ce que leur réservera l'avenir. Et c'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, voici le rappel des titres. Cette nuit, d'émeutes entre habitants et gendarmes à Saint-Laurent du Maroni, des affrontements qui ont fait suite à une arrestation musclée hier soir. Plusieurs personnes ont été blessées et des dégâts considérables sont à déplorer. En ce moment même, un nouveau rassemblement devant la gendarmerie se tient. Nous y reviendrons. Des radars pour sauver des vies, c'est la stratégie affichée par la DEAL. La plupart d'entre eux travailleront désormais dans les deux sens. Une manière de réduire davantage l'allure des chauffards ainsi que le nombre de tués sur nos routes. Enfin, la journée nationale du sport à l'école, c'était aujourd'hui. Ce matin, plusieurs centaines d'écoliers se sont prêtés au jeu sur la place des Palmis. De nombreuses disciplines leur étaient proposées. Merci de nous avoir suivis, mais ne bougez pas, tout de suite l'information nationale et internationale avec nos confrères de TF1, puis les programmes continuent sur votre antenne à TV Guyane. Très bonne soirée, à demain.